Eh bien bonjour, c'est la dernière édition de la revue des grandes unes de la semaine. Nous sommes vendredi et la presse est disponible dans les kiosques ce matin comme tous les jours de lundi à vendredi. La nouvelle expression par exemple parle d'alternance en RDC, la France, inconsolable, c'est le grand titre du journal. Ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement congolais, Lambert Mende, a dénoncé la sortie médiatique d'ailleurs du ministre français Yves Le Drian sur les résultats de l'élection présidentielle. Il qualifie d'ailleurs de présomptueuse l'ingérence de la France dans les affaires internes ou intérieures même de son pays. C'est à lire en page 3 du journal. Le journal parle également de la présentation des vœux. Cavaillé Guédibril, Dame Le Pion, Agnès Ndifendi, le président de l'Assemblée nationale, comme à son habitude, a organisé sa cérémonie de vœux de Nouvel An avant même le président du Sénat, comme s'il était la première personnalité après Paul Biya. C'est en page 5. Le journal s'intéresse aussi à l'affaire Ayouk Tabé, héroïsme et populisme également. Le président autoproclamé de l'État fantôme d'Ambazonie est apparu avec une canne ornée de cori qu'il a levé donc en signe de salutation. Ambiance d'un procès très suivi à découvrir en page 4 du journal, la nouvelle expression disponible ce matin également. Et on parle aussi donc de la loi des finances 2019. Le prix de la bière ne changera pas, d'après notamment le chef de division de préparation même du budget de l'État au ministère des Finances. Les droits d'assises sur la bière n'ont pas augmenté. C'est en page 2 de ce numéro. Alors, bonne nouvelle d'ailleurs pour les consommateurs de la bière. Le journal parle également, l'Édiciel aussi parle du réaménagement du gouvernement. La lettre de protestation d'une élite de la Damawa, c'est en page 9. Et puis le journal s'intéresse aussi à Yaoundé où un militaire est poursuivi pour assassinat de 2 officiers de police, en page 3. Le journal s'intéresse aussi à la gouvernance avec le Cameroun qui a mal à ses données sanitaires, en page 2. Et d'autres informations que je vous invite à lire si vous faites un tour dans les kiosques ce matin. Le Messager, pour sa part, parle également de réaménagement du gouvernement avec les noms dits même de la nomination de Jean de Dieu Momo, griot du régime en place avec en prime un poste de ministre délégué auprès du ministre de la Justice. Le réélu du G20 devra donc faire feu de tout bois pour neutraliser les partis de l'opposition dans certains fiefs stratégiques et convaincre d'ailleurs les communautés de l'Ouest à faire bloc derrière Paul Biya. C'est ce qu'on dit également en page 3 du journal Le Messager de ce matin. Le même Messager parle du septennat des grandes opportunités, une marchandise politique avérée. C'est une question, mais entre slogans creux et mission impossible, les promesses de campagne de Paul Biya qui divise d'ailleurs, c'est à découvrir dans le journal en page 4 de ce numéro, Le Messager dans les kiosques, et qui parle aussi du port autonome de Douala. Comprendre l'affaire Bolloré, pourquoi le géant français a été donc exclu de la course pour la concession du terminal à conteneurs. C'est à découvrir en page 5 de ce journal. Et puis le journal dans les kiosques également ce matin, on parle de l'équation qui parle aussi des réaménagements du gouvernement. Paul Biya maintient les grands équilibres à découvrir dans le journal qui s'intéresse aussi à autre chose, parlant de cette entreprise en lice pour les études de faisabilité concernant donc le transport ferroviaire au Cameroun. C'est à découvrir dans le journal et d'autres informations aussi. Le journal, le quotidien de l'économie qui est dans les kiosques s'intéresse donc à la planification avec 3 stades de la CAN qui ronge pratiquement 33 milliards de francs CFA du budget d'investissement public 2019. C'est à découvrir dans le numéro. Pourtant, un budget avait déjà été voté en 2018 pour cette CAN, pour la construction de ces stades. C'est à lire dans le journal. Le journal a d'autres informations parlant aussi de l'énergie. L'aéroport de Douala s'alimente donc au solaire. À lire dans le journal aussi. Le journal Le Soir hebdomadaire parle également de réaménagement du gouvernement du 4 janvier dernier. Les raisons du maintien de ces ministres à lire dans le journal. Le journal s'intéresse également à performance avec l'aéroport international de Douala qui se dote donc d'une centrale solaire. Des informations à lire aussi si vous faites un tour dans les kiosques ce jour. Mutation pour sa part s'intéresse à la crise anglophone, l'impasse Ayouk Tabé à découvrir dans le journal ce matin. Le grand dossier pour dire qu'un an après l'arrestation du leader sécessionniste et bien entendu ses compagnons, la situation dans le nord-ouest et le sud-ouest semble plutôt s'enliser. Le procès des insurgés piétine toujours et le haut commandement n'envisage pas pour le moment un arrêt des poursuites. C'est en page 5, dossier à lire. Et le journal s'intéresse également à
à d'autres choses, parlant notamment de la gouvernance des cumuls. Aujourd'hui, dans le journal, Mutation de ce matin. Mutation s'intéresse donc à ce sujet, tout comme également d'autres informations qu'on peut découvrir dans le journal Le Quotidien Le Jour, qui s'intéresse bien entendu aux hôpitaux publics. Les syndicats annoncent donc une autre grève au Cameroun. Alors, ces derniers continuent de revendiquer les meilleures conditions de travail, des informations à lire. Et le même journal s'intéresse aussi à la crise anglophone avec Ayoub Tabé et ses camarades qui sont aujourd'hui et qui étaient devant la barre hier. Mais pour dire quoi concrètement? De toute façon, le journal revient sur cette rencontre, cette séance, cette audience également, pour exprimer ce qui a été dit et perçu également de ce côté. C'est à découvrir dans le journal Le Jour. Et puis Forum Libre qui parle donc de grand centre, le grand centre qui confisque d'ailleurs le pouvoir. C'est à lire dans le journal ce matin. Cameroun Tribune parle plutôt de vœux de nouvel an. Chantal Biya à l'honneur. Et c'est donc un grand jour. Elle a pu rencontrer également toutes les femmes qui œuvrent également comme elle pour aider, accompagner des personnes donc désœuvrées. C'est le dossier proposé par le journal et quelques faits également que je vous invite à lire dans le même journal disponible ce vendredi. Voilà ce que la presse nous propose de ce jour. Bonjour Kamineli. Flavia Molonongo, bonjour. Bonjour Georges Semé. Je vous souhaite une bonne année. C'est la première fois que nous nous retrouvons sur notre plateau. Voilà. Bonjour téléspectateurs d'Equinox Télévision et bonjour, un bonjour particulier à M. Talba Mala qui fait partie des gens très heureux en ce début d'année. Il vient d'être nommé ministre des marchés publics. Mais nous apprenons que pendant qu'il est ministre des Travaux publics, il a reçu l'autorisation du ministre d'État, secrétaire général, de continuer à officier comme directeur général de la SONARA, comme s'il manquait des personnalités dans ce pays, comme si il y a des gens qui étaient irremplaçables, ou alors comme si on n'avait pas prévu qu'on allait l'enlever de là, il fallait mettre quelqu'un. C'est-à-dire que le Cameroun continue toujours sur le même mot sclérosé, où on peut nommer quelqu'un ministre et il continue à occuper un poste de directeur général. C'est tout simplement incroyable. Alors on l'a vu, c'est pas le premier cas, de toute façon il y a plusieurs cas. On a également enregistré aussi d'autres cas bien avant, le ministre des marchés publics, il y a le ministre de l'eau et de l'énergie qui a officié pendant plusieurs mois encore, après son départ de la SDP, ils sont nombreux. La question du cumul reste toujours au Cameroun. Bonjour, Georges Semé. Bonjour, M. Nongo, et je renvoie l'appareil des meilleurs vœux aux doyens. Bien sûr que c'est la première fois qu'on se voit depuis le début de cette année. Et bien évidemment, on réitère nos hommages et notre sympathie à tous les téléspectateurs qui nous regardent dans le cadre de ce programme. Alors, sur le cumul, je pense que le cas Talba Mala n'est pas le premier. Vous avez relevé à suffisance celui de Gaston Eludo Somba, qui avait été nommé en mars 2018 comme ministre de l'eau et de l'énergie, et il a cumulé cette fonction de ministre avec celle du directeur général de la SDP. Donc ce sont des cas emblématiques qui crèvent l'abcès et qui crèvent l'œil et qui suscitent encore des commentaires de la part des journalistes que nous sommes. Nous avons fortement et pendant longtemps décrié ces cumuls de fonctions, mais on n'a pas été entendu. Le cas Talba Mala, qui est obligé aujourd'hui d'être ministre délégué à la présidence de la République, en même temps directeur général de la SONARA, n'arrange pas les choses. On espère simplement que ce cumul ne va pas mettre long et que, pourquoi pas, dès la fin du mois, on va nommer un nouveau directeur général à la SONARA, parce que c'est quand même une entreprise stratégique et le poste qui lui a été confié en tant que ministre délégué en charge des marchés publics à la présidence est également un poste stratégique, et ces deux postes stratégiques ne peuvent pas aller sur une seule personne. Donc le président de la République, on espère qu'il prendra très vite la décision de décharger M. Talba Mala du poste de directeur général. Mais vous voulez dire, Georges, c'est bien qu'au moment où le président de la République le nommait ministre des marchés publics, il savait bien évidemment qu'il n'a pas pensé à le remplacer. Il n'a pas pensé que ce monsieur allait avoir un double salaire pendant un certain temps. Alors, puisque le mal est fait, on espère simplement que le cumul ne va pas durer et que au plus tard, à la fin du mois, qu'on lui décharge de sa fonction de DG de la SONARA. On n'a pas encore trouvé quelqu'un pour le remplacer de toute façon. Alors, donc, on reste à ce que la presse... Et la presse parle justement de ce cumul ce matin, donc vous pouvez davantage lire dans la plupart des journaux, mais seulement la nouvelle expression qui revient également, qui parle de l'affaire Ayoub Tabé, avec ce président autoproclamé de l'État fantôme d'Ambazonie, qui est apparu en tout cas devant le tribunal avec une canne de cori, ornée de cori, qu'il a levée en guise de salutation, un peu comme pour dire qu'il maintient sa position ou il va changer d'avis.
Mais attendez, il est prévenu dans une affaire extrêmement grave. Bon, en arrivant, il ne vient pas là-bas en victime expiatoire. Il était, d'abord, quand on l'a arrêté, avec ses compères, ils étaient d'abord au CED, maintenant ils sont à Konegi, et quand il sort, on comprend bien qu'il a des fans qui sont là, qui le suivent et qui applaudissent au tribunal. Donc, il ne va pas se présenter comme un locoteux. Il s'habille comme il peut. Mais seulement, moi, ce qui me dérange un peu dans ce procès, c'est que il ne faudrait pas qu'on nous fasse croire que c'est une affaire héroïque et que c'est une affaire dans laquelle nous allons faire du juridisme. Parce que quand on voit, par exemple, Maître Bernard Mouna, se déployer et chercher à démontrer par toutes sortes d'acrobaties que M. Ayoub Tabé n'est pas camerounais, on a vraiment du mal à se demander où est-ce qu'on va. Une affaire aussi grave, à cause de ce monsieur, il y a eu aujourd'hui des centaines de morts au Cameroun. Et maintenant, quand on le traduit devant les juridictions camerounaises pour assumer la responsabilité, non seulement de cette sécession, mais de cette tentative de découpage du Cameroun, on est des avocats, on le courage et le culot de nous dire que ce monsieur n'est pas camerounais, il est ambazonien ou bien il est du Southern Cameroun. Moi, je pense que nous devons faire preuve d'intelligence et nous devons donner la vraie information aux Camerounais. C'est une affaire extrêmement grave, à cause qui est en train de causer la mort de plusieurs personnes. Il y en a même qui sont même en train de se demander, de se dire qu'il faudrait qu'on arrête des poursuites contre lui. Arrêter des poursuites alors que le mal est fait aujourd'hui. Il était à l'origine de la mobilisation de ces jeunes garçons qui se sont autoproclamés Amba Boys et qui combattaient pour leur pays, entre guillemets. Mais aujourd'hui seulement à côté. Est-ce que le désistement de ce dernier pourrait changer les choses dans les régions anglophones? Je ne pense pas. Le Cameroun s'est déjà enlisé et il y a déjà la création de plusieurs bandes armées qui ne se battent plus aujourd'hui uniquement pour l'Ambazonie, mais pour leur propre. C'est-à-dire que c'est des bandes armées tout simplement criminelles, c'est du grand banditisme qu'il y a. Alors moi je pense qu'il faut dissocier l'individu Ayoub Tabé. Hein? Il faut maintenant regarder, analyser les chefs d'accusation qui sont portés contre lui et maintenant faire une procédure sereine, sans qu'on nous fasse croire que tel est un héros ou que le Cameroun est un État qui est en train de martyriser le héros d'un combat plus ou moins juste. Alors, Georges Semé, il n'y a pas que la Nouvelle Expression qui traite de ce sujet, il y a également le quotidien Le Jour. Enfin, ces tabloïds reviennent un peu sur l'audience d'hier, mais pour simplement dire que c'est un cas atypique, on va le dire. Oui, et nos confrères des mutations aussi parlent d'une impasse sur l'affaire Ayoub Tabé, qui se résume aujourd'hui entre le folklorique et l'anecdotique. Folklorique parce que le procès d'hier, l'audience d'hier au tribunal militaire de Yaoundé s'est résumé à une apparition assez fantasmagorique d'Ayoub Tabé avec une canne et puis une tenue d'apparat extraordinaire qui a suscité des applaudissements de la part de ceux qui le soutiennent. Côté anecdotique également parce que on en est encore sur les problèmes de procédure et des formes et on n'avance pas dans l'examen du dossier dans le fond. Pour des faits qui sont quand même extrêmement graves, relevés à l'encontre d'Ayoub Tabé et une dizaine de ses comparses. Sécession, apologie des actes de terrorisme et, s'il vous plaît, défaut de cadre national d'identité. C'est la raison pour laquelle, certainement, il brandit le fait qu'il n'est plus camerounais et serait en quelque sorte un ambazonnier à une république, bien évidemment, qui n'existe pas. Mais je pense que le code de nationalité du Cameroun est tout à fait clair sur la question de la nationalité. Soit vous la perdez de droit, soit vous la changez par requête. Et jusqu'aujourd'hui, je ne crois pas que M. Ayoub Tabé ait introduit une requête pour un changement de nationalité ou alors ait perdu de droit cette nationalité. Donc je pense que c'est un procès qui est dans une impasse, évidemment, et on fait confiance au tribunal militaire de Yaoundé qui devra, dans les prochaines semaines, nous sortir de ces questions de procédure et de juridisme de forme pour rentrer enfin dans le fond de l'affaire qui, comme je le disais tout à l'heure, comporte quand même des faits assez graves qui sont retenus, ils sont présumés innocents bien évidemment, qui sont retenus à l'endroit d'Ayoub Tabé et 10 autres personnes qui comparaissent dans le cadre de cette affaire. Très bien. L'impasse Ayoub Tabé, c'est ce que dit Mutation ce matin, avec notamment le quotidien Le Jour, qui revient également sur ce même sujet, et la Nouvelle Expression qui parle d'héroïsme et de populisme également sur cette question. C'est à lire en page 4 du journal La Nouvelle Expression. Alors, autre chose que la presse propose également ce matin, on s'intéresse aussi à l'alternance en République démocratique du Congo, avec la Nouvelle Expression qui parle donc de la France, inconsolable finalement.
Oh, ça c'est l'appréciation de l'auteur de cet article de la Nouvelle Expression. Moi, je dis tout simplement que M. Yves Le Drian se soit permis de donner un point de vue assez fracassant sur la proclamation des résultats. Moi, je dis que je me demande de quoi je me mêle. De quoi je me mêle, mais seulement nous, Camerounais, nous, Africains, avons aussi le droit de nous poser cette question. Comment est-ce qu'une CENI peut-elle proclamer un candidat victorieux sur la base des résultats encore provisoires? Parce qu'il dit bien que les résultats sont provisoires, mais déjà on le proclame président de la République, ça fait un peu fausse note. Mais au-delà de cela, on sait très bien, les analystes et ceux qui connaissent la situation, et d'ailleurs Equinox avait même envoyé un reporter au Congo à cette époque-là, je crois, Eric Massanjomo, qui maîtrise parfaitement cette situation, et qui sait très bien que, en fait, même si tout donnait Fayulu vainqueur, et que la victoire de Tshisekedi aujourd'hui procède certainement d'un arrangement entre Kabila et Tshisekedi. D'ailleurs, M. Tshisekedi qui a dit à haute et intelligible voix après la proclamation de sa victoire que M. Kabila n'est pas un adversaire, mais n'est pas un ennemi. Non, un adversaire. Il a dit n'est pas un adversaire, mais seulement un compatriote. Donc moi, je pense qu'aujourd'hui, le problème, c'est de savoir ce que Tshisekedi va faire de sa victoire. Comment a-t-il pu gagner? Bon, aujourd'hui, plein de les supporters de M. Fayulu demandent le recomptage des voix. On sait très bien que dans cette conjoncture qui était là, qui avait maintenu jusqu'au bout 3 candidats, on savait très bien que Fayulu était le vrai candidat de l'opposition, pendant que Tshisekedi, on est en train de juger mi-raisé. Mais aujourd'hui, moi je pense que les pays étrangers qui s'arrosent le droit de qualifier le mode de proclamation des résultats du Congo, non, cela n'engage que, mais on peut aussi se dire qu'avec maintenant les remous qui ont déjà commencé à poindre du nez au Congo, on se demande bien jusqu'où ça peut aller. Alors, on se demande si la France avait un candidat, en tout cas au Congo, voilà, pour penser et voir un peu la réaction du ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement gabonais, congolais, pardon, qui estime que c'est une ingérence qui ne tient pas. Bien, je crois que la sortie de Jean-Yves Le Drian devrait être prise avec beaucoup de pincettes. C'est Jean-Yves Le Drian qui a parlé devant nos confrères sur une radio hexagonale en donnant son opinion sur les résultats qui ont sanctionné cette élection présidentielle. Mais il n'y a pas encore eu de sortie officielle par communiqué signé soit du président de la France ou alors de Jean-Yves Le Drian déclarant qu'on est contre les résultats de l'élection présidentielle en République démocratique du Congo. Donc il s'agit tout simplement d'un commentaire du ministre des Affaires étrangères de la France. Il y a eu même une autre sortie, je crois celle du ministre des Affaires étrangères de la Belgique également, qui va dans le sens de celle de Jean-Yves Le Drian, disant que ce sont des résultats qui ne rentrent pas dans la droite ligne de ce qui est sorti des bureaux de vote et des urnes. Voilà, donc je pense qu'il n'y a pas encore eu une sortie véritablement officielle, que ce soit de la France, que ce soit des États-Unis ou de la Belgique. Donc ce sont des réactions à chaud qui ont été données devant le micro et devant des confrères français. Ingérence, non, je ne pense pas. C'est vrai que la France et la Belgique et peut-être les États-Unis étaient anti-Kabila. Et ils avaient de la sympathie plutôt pour le côté Lamouka qui était chapeauté par Jean-Pierre Bemba, Katumbi, et qui était représenté par Fayulu. Finalement, ils avaient la sympathie pour ce camp. Et je crois qu'il ne s'agira pas formellement d'une ingérence parce qu'il n'y a pas eu de prise de position officielle contre M. Kabila. Donc, je crois qu'il faut prendre ça avec beaucoup de pincettes, mais il est tout à fait clair que la parole de Jean-Yves Le Drian engage bien évidemment l'État de la France en attendant que ce ne soit formalisé de façon très très officielle et adressé au gouvernement en place en République démocratique du Congo. Et n'oublions pas qu'il y a la sortie également de la Senko qui va exactement dans la droite ligne que la sortie belge et la sortie française, disant que les résultats qui ont été obtenus
sont totalement à l'encontre de ceux qui sont sortis des bureaux de vote et des dépouillements. Le prélat qui avait déjà une idée précise sur ce qui est... Tout à fait, qui avait déjà ses résultats en tant qu'observateur. Autant dire qu'on soupçonne le président Kabila d'avoir tout fait pour orienter la victoire vers Tshisekedi, qui l'arrange certainement, puisque son propre candidat à lui-même a été minoritaire, il ne pouvait pas gagner. Donc on se dit aujourd'hui que c'est un arrangement, un moindre mal pour Kabila, pour une porte de sortie. Vous pensez bien que arriver à lâcher le pouvoir comme ça, il ne peut pas le lâcher sans garantie. Donc on attend de voir la suite de cette élection et la suite de la vie politique au Congo démocratique. Très bien. Alors, lorsqu'on a parcouru tout ça dans la presse, il y a également d'autres sujets qui intéressent aussi, que l'on peut découvrir dans la plupart des tabloïds de ce matin. On parle également de l'Œil du Sahel qui s'intéresse au réaménagement du gouvernement avec la lettre de protestation de l'élite de la Damawa qui continue en tout cas, qui estime que ce n'est pas proportionnel. En tout cas, le travail qui a été fait lors de la présidentielle n'a pas le retour attendu à la suite de ce réaménagement. Il fallait également que le gâteau soit partagé de façon équitable. Bien, le réaménagement d'un gouvernement appelle plusieurs critères. D'abord, je crois qu'il y a un critère de compétence qu'il faut faire prévaloir. Et je pense que parmi les gens qu'on a maintenus ou nommés, il y a certaines personnes qui sont bien évidemment compétentes dans la compétence qui va en droite ligne du portefeuille qui leur a été attribué ou maintenu. Mais il y a aussi également un critère politique. Un critère politique qui milite en faveur soit du maintien, soit de la nomination de quelques ministres sur des portefeuilles. Et le cas le plus emblématique aujourd'hui, c'est bien évidemment la rentrée de M. Momo au sein du gouvernement sur des critères exclusivement politiques. Je comprends donc parfaitement l'Œil du Sahel qui pense que, vu ce qu'elle a apporté lors de l'élection présidentielle à M. Biya, elle mériterait mieux que ce qu'elle a obtenu après ce réaménagement du gouvernement. Si on s'en tient seulement aux critères politiques, je pense que la Damawa devrait avoir quelques ministères stratégiques et pourquoi pas davantage, numériquement, davantage de ministres que ce qui est présenté actuellement. Alors, s'il faut seulement partir sur les critères politiques, je crois qu'il y aurait tellement d'injustices faites qu'on ne saurait accorder une grosse importance à cette revendication venant des idées de la Damawa parce qu'il y a également l'Est qui a beaucoup apporté, il y a le Nord qui a beaucoup apporté, et les autres régions également qui ont beaucoup apporté au RDPC et à l'élection présidentielle. Donc je pense que si il faut simplement se baser sur des critères politiques pour dire qu'on a pas été récompensé, c'est assez maladroit. Il y a d'autres critères qui rentrent en question, en cause, dans la nomination d'un ministre. Et je pense que nos élites, nos confrères, nos compatriotes de la Damawa devraient le comprendre. D'accord. Alors, parlant de cette lettre de protestation d'une élite de la Damawa, en tout cas à la suite de ce réaménagement, il y a que le messager parle de ce même réaménagement et fait savoir et évoque d'ailleurs les non-dits de la nomination de Jean de Dieu Momo. Non, mais avant de parler de ces non-dits de la nomination, moi j'ai toujours trouvé ce genre de revendications indécentes. Vous ne pouvez pas me dire que on doit habituer les Camerounais à ce qu'après chaque action politique sur le terrain, la meilleure récompense du président de la République, c'est de nommer un fils du village. C'est pour ça que depuis 36 ans, Alors c'est parce qu'il y a également des nominations politiques aussi. Oui, mais depuis 36 ans, on nous a habitué que chaque fois que le président de la République nomme quelqu'un, c'est le village qui le remercie, qui remercie le président de la République, qui fait des marches en disant merci le président d'avoir nommé notre fils. D'ailleurs, on ne peut pas dire que dans la Damawa, il n'y a que des mécontents. On a vu à la télévision, il y a quelques jours, toute une file de personnes qui ont défilé en Gandéré pour remercier le chef de l'État d'avoir nommé, je ne sais plus quel fils originaire de la Damawa. Donc moi je pense que ce système-là, qui consiste à donner un caractère théâtral et villageois aux nominations, moi, il faudrait bien qu'on en finisse un jour, parce que ce n'est pas bon. Ce n'est bon ni pour la démocratie, ni pour la République. Bon, quant au non-dit dont vous parlez, de la nomination du ministre délégué Momo Jean de Dieu, moi, je pense qu'il faudrait que la presse aussi arrête de grincer et de faire de balancer des boules puantes à l'encontre de ce monsieur qui a été pragmatique. C'est un homme politique. Il s'est lancé dans la politique. Aujourd'hui, il est nommé ministre. Bon, maintenant, comment voulez-vous que, objectivement, on puisse estimer que Paul Biya l'a nommé ministre tout simplement parce qu'il a mouillé le maillot pendant l'élection. Il y avait le G20. Il est vrai que en première ligne, c'est ça la nomination politique. En première ligne du G20, c'est sa voix qui
qui portait le plus, c'est lui qui était le plus présent sur les plateaux de télévision et sur le terrain. On est bien d'accord là-dessus, mais seulement, est-ce que voulez-vous donc me faire croire que ce monsieur qui est un juriste, confirmé, connu, reconnu, un avocat international, vous pensez qu'il ne pourra pas faire le bon boulot au ministère de la Justice et que son rôle ne sera que de jouer les porteurs de sac pendant les campagnes électorales qui arrivent? Donc moi je pense qu'il faudrait un peu déplacer le débat. Ce gouvernement que l'on ne cessera jamais de questionner vient d'être nommé, qu'on passe à autre chose. Là dans le même journal, je vois qu'on pose la question, qu'on dit les dessous de l'éviction de Mama Fouda. Mais vous savez très bien que depuis plusieurs années, M. Mama Fouda est pourfendu dans les journaux. M. Mama Fouda est reconnu comme le ministre au domicile duquel on volait des centaines de millions régulièrement. Et il est pourfendu à cause des carences au niveau de la politique sanitaire au Cameroun. Alors si on enlève aujourd'hui, le président de la République l'a remercié aujourd'hui, on n'ira pas chercher bien loin pour trouver les raisons de son débarquement. Mais qu'on passe un peu dessus, qu'on laisse ces ministres travailler, on verra bien que s'ils sont, comme on aime bien le dire, qu'on regarde les maçons au pied du mur et qu'on laisse un peu passer toutes ces péripéties. S'il vous plaît, très rapidement sur cette une. Je pense que si on respecte les compétences pour nommer, on respecte les considérations politiques pour nommer, mais il y a également un principe d'équilibre régional à respecter. Et je crois que depuis que M. Biya forme le gouvernement, il n'a fait que ça et il l'a encore démontré avec ce dernier gouvernement où, par exemple, il a remplacé quelqu'un d'une même région par une autre personne d'une même région. Je prends le cas de Ketia Cortez qui a remplacé M. Mbouenchou à la tête du ministère de l'Habitat et du Développement urbain. Donc, je pense que tous ces critères rentrent dans ce que le gouvernement, voilà. Le ministre, tout à fait, le ministère des Mines. D'accord. Donc, je pense que si chaque région venait à revendiquer un poste ministériel ou alors davantage de postes ministériels ou alors des postes stratégiques, voilà, je pense que c'est assez incongru et je pense que les critères politiques et de compétences et les critères d'équilibre régionaux sont ceux qui font prévaloir les choix de M. Biya jusqu'à la formation de ce dernier gouvernement. Alors, après, à côté du réaménagement du gouvernement, le messager parle également, se pose une question parlant du septennat des grandes opportunités, une marchandise politique avariée. Si on s'en tient au slogan creux et mission impossible, les promesses de campagne de Paul Biya qui divisent carrément aujourd'hui, selon le journal Le Messager. Non, vous savez, les messages de campagne du président Biya ont été suffisamment commentés dans la presse et les gens en ont soupé et en ont même soudé. Bon, revenir sur ça aujourd'hui, bon, le septennat ne fait que commencer. Nous n'allons pas commencer, nous n'allons pas embrayer sur la même litanie, mais les journalistes ont le droit d'avoir leur opinion et ceux-ci sont en train d'estimer, de refaire le compte des messages politiques du candidat Paul Biya, mais qui continue, on verra bien. Mais seulement, on voit très bien que ce septennat commence plutôt mal. Il commence plutôt, non seulement dans la dérision, mais il commence dans l'incompréhension, parce qu'il y a des gens qui ne comprennent toujours pas jusqu'aujourd'hui comment... Alors, d'où le titre en pied une, en tout cas du journal. Absolument. Une marchandise politique avariée. Avariée, parce qu'on se dit que c'est du réchauffé. C'est la même chose, et qui n'a jamais rien produit. Et maintenant, on va bien voir ce que ça va produire aujourd'hui. Alors, ces analystes politiques-là, ils s'en tiennent. Ils ne font que relire tout simplement et les programmes politiques et les discours du président récemment élu pour comprendre que jusqu'à présent, il n'y a vraiment rien de neuf, il n'y a vraiment rien de digeste, de nouveau. Et ils se disent que c'est tout simplement une tromperie sur la marchandise. La question mérite d'être posée. Elle a été posée à la forme interrogative, mais je crois qu'elle aurait pu l'être de façon très affirmative parce que depuis 1982, on est passé de slogan en slogan. Je crois qu'on a fait les réalisations, les grandes réalisations, les grandes ambitions. Aujourd'hui, on est retombé sur les grandes opportunités et il a rappelé d'ailleurs dans son discours de prestation de serment en disant qu'on est à l'ère des grandes opportunités. Et je crois que c'est tout à fait... Voilà, avec un glissement par rapport avec l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations. Et je crois que c'est fondamental
chez nos confrères du Messager de se poser la question. Mais je crois qu'on peut clairement affirmer que la marchandise est avariée parce qu'il y a eu des promesses et des promesses qui n'ont pas été tenues. Et on n'a pas fait le bilan des grandes réalisations. On n'en a pas fait celui des grandes opportunités. Et on est déjà dans celui des grandes ambitions, mais on est déjà dans les grandes opportunités. Qui aurait dû précéder les ambitions et les réalisations. Et on nous promet une émergence en 2035. Pour la petite histoire, je vous rappelle quand même que lors de son dernier discours, il a parlé d'émergence, mais il a soigneusement enlevé 2035. Donc ça veut dire qu'on n'y croit plus du tout de cette émergence en 2035 et on en est encore à supputer sur des marchés publics en rapport avec la canne, on en est à supputer sur la taille du gouvernement, on en est à supputer sur la crise économique et sur le plan d'ajustement structurel, ce qui montre véritablement que le Cameroun ne se porte pas bien et avec les 2 dernières sorties du président de la République, on se rend bien évidemment compte que toutes ces promesses sont des marchandises politiques avariées, comme le disent nos confrères. Quand vous relevez que le président de la République a annoncé l'émergence en 2035, avant, il annonçait à l'horizon 2035. C'est-à-dire que vous êtes ici, vous voyez 2035 là-bas à l'horizon, mais seulement quand vous arrivez à cet horizon-là, à 2035, là, ça veut dire que l'horizon continue. Donc quand il disait l'horizon 2035, il y en a qui pensaient tranquillement que lui ne parle de 2035. Théoriquement, il ne devrait pas être là, parce qu'en 2035, il aura 105 ans, s'il est encore vivant. Donc moi, je pense que en ces termes, c'est pour ces raisons que le Messager se dit que cette marchandise-là, elle ne passe plus, elle est avariée et de toute façon, elle est indigeste dans la mesure où on nous donne un programme qui est uniquement illusoire. Illusoire. En 2035, le chef de l'État aura 105 ans, même s'il est encore là. Bon. Alors, une marchandise politique avariée, parlant notamment de ce septennat de grandes opportunités. C'est le Messager qui pose cette question. Et vous pourrez lire donc tout cela après, à l'issue notamment de ces slogans creux et bien entendu des missions impossibles, les promesses de campagne aujourd'hui de Paul Biya qui divisent carrément. C'est ce qu'on dit dans le journal en page 4. Alors, le quotidien de l'économie nous apprend qu'il y a 33 milliards de francs CFA déjà rongés dans le budget 2019. Alors que tout un budget avait été voté pour la construction des stades, des infrastructures sportives en général. Il y a quelques mois, il y a un emprunt obligataire qui a été, une levée de fonds qui a été opérée par le ministère des Finances à Douala. Et je crois qu'il y a plus de 160 milliards de francs CFA qui ont été levés pour, bien évidemment, la poursuite des chantiers structurants. Mais nous avons appris en back-office que au moins le 3/4 de cet argent était déjà levé en back-office et même déjà consommé et qu'en réalité, la levée de fonds ne considérait qu'une portion incongrue de ce financement. Donc, je pense que nos confrères du côté de l'économie ont tout à fait raison et c'est un scandale de plus, un scandale de trop en ce qui concerne les chantiers de la Coupe d'Afrique des Nations et je pense que ceux qui disent peut-être qu'il faut un audit de ces chantiers, mais également une commission d'enquête parlementaire ont raison de le demander afin que quand même, il s'agit de l'argent public, l'argent du contribuable, et il faut qu'on y voit clair sur son usage. Alors si on reste à récompenser ceux qui ont mal travaillé, comme ça a été le cas dans ce gouvernement, ou alors en maintenant le statu quo, je crois qu'on n'avancera pas, on n'atteindra jamais les grandes opportunités, ni cette émergence qui est devenue tout à fait floue. Et nos confrères du côté de l'économie ont vu juste en titrant encore une fois sur ces 33 milliards 3 stades de la CAN, rongés, 33 milliards de francs CFA du budget d'investissement public 2019. Il y a les 3 stades, mais il y a le reste aussi. Où est-ce qu'on ira chercher l'argent pour les hôpitaux, pour les voies d'accès, pour tout ce qui est le redimensionnement des hôtels qui ne sont même pas au standard CAF, s'il vous plaît, ils sont pas au standard et qui sont qui sont actuellement bloqués. Où est-ce qu'on ira chercher le reste d'argent? C'est pour ça que beaucoup d'observateurs pensent que nous sommes en train de jouer une sorte de Colin Maillard. Vous connaissez ce jeu? Colin Maillard, on vous bande des yeux, vous commencez à marcher. Jean Ouetu, on appelait ça Jean Ouetu. C'est du Colin Maillard parce qu'on se demande bien où on va. Et Georges Semel l'a dit, et nous l'avons souvent dit ici, après le grand flop que nous venons de connaître, il aurait été indiqué qu'il y ait une enquête d'abord pour savoir ce qu'on a fait de cet argent, une enquête sur ces marchés de gré et sur les personnes qui ont perçu et pourquoi est-ce que ces marchés n'ont pas été livrés. Et maintenant, les surfacturations. Et maintenant, quand vous parlez d'une enquête parlementaire, c'est pour que les élus puissent débattre sereinement et poser des questions aux ministres. Bon, il y a certains ministres qui ne sont peut-être pas là, mais ceux qui sont là. Mais maintenant, savoir où on va, où est-ce qu'on en est, et où est-ce qu'on ira chercher l'argent maintenant pour continuer. Parce qu'on est en train de nous dire que, bon, ok, on nous a donné un délai probatoire de 2 ans à cause du glissement, entre guillemets, mais seulement pendant ce temps, on ira chercher encore l'argent pour terminer.
Alors, c'est un sujet à lire dans le journal Le Quotidien de l'économie de ce matin qui parle donc de 3 stades de la CAN qui ronge pratiquement 33 milliards de francs CFA du budget d'investissement public 2019. Des sujets et bien d'autres aussi que vous aurez donc à lire dans la presse ce dernier jour de la semaine. Merci à vous, chers messieurs. Tout le plaisir. Je vous souhaite de passer un très bon week-end. Et surtout que prospère davantage le vendredi soir. Nouvelle année, nouvelle méthode. Je suis plus sûr que je crois que le parti n'a pas été enterré avec 2018. Donc, nouvelle année, nouvelle méthode. Nouvelle année, nouvelle soif aussi. Nouvelle soif aussi, puisque le prix non, la bière ne va pas coûter cher. Ça, on a lu dans la presse, dans le programme, la nouvelle expression de la loi des finances 2019, qui précise d'ailleurs, et c'est d'après le chef de la division de préparation du budget de l'État au ministère des Finances, qu'il a dit que la bière ne va pas... le prix de la bière ne va pas changer. Ok, dans ce cas, on va donc réfléchir de voir si il faut maintenir le vendredi soir. Merci, bon week-end à vous et à vous également, chers téléspectateurs. Lundi, nous serons encore là. Il sera 9h20. Bon week-end.